Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui est à la fois simple et complexe, à savoir quand vendre une action. Vous pouvez, en tant qu'investisseur, vous pouvez vous poser la question à quel moment je dois vendre une action. Alors la réponse peut vous paraître évidente, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on va voir un petit peu dans le détail euh, voilà, pour quelles raisons ou à quel moment vendre une action. On va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, la tarte à la crème, donc c'est de sortir l'argument massu de Warren Buffett, hein, qui est un peu le dieu vivant des investisseurs long terme. Donc c'est le buy and hold. Donc j'achète une action et je la garde entre guillemets pour toujours. Dans cet exemple, on voit par exemple des actions comme Coca-Cola ou American Express sont dans le portefeuille de Warren Buffett depuis quasiment plus de 30 ans, hein, ce qui est quand même un temps de conservation des actions qui est quand même au-delà en fait du long terme. Même si on regarde sur un passé un peu plus récent, BYD par exemple est détenu par Warren Buffett depuis plus de 13 ans. Alors, si on essaye d'analyser un petit peu cette question, quand vendre l'action, eh bien j'ai identifié 5 critères. Alors ça va dépendre effectivement de ces 5 critères, il y en a sans doute d'autres. En tout cas, j'en ai identifié 5. Tout d'abord, le profil de l'investisseur. On va le voir plus en détail. L'horizon d'investissement, les caractéristiques de l'actif, le contexte économique et également les raisons externes. Alors, je vais démarrer par les raisons externes parce que généralement, c'est dans la plupart des cas des causes de vente que l'on ne maîtrise pas toujours. Je pense par exemple à une perte de revenus liée à la perte d'emploi si on est salarié, ou une faillite de société si on est entrepreneur. On se retrouve du jour au lendemain sans revenus et donc ça peut motiver effectivement la vente d'actions. Il y a d'autres cas, par exemple la maladie ou le décès. Là, effectivement, par exemple, si vous possédez un PEA, eh bien, lors du décès, le PEA est liquidé. Donc, il y a une vente directe en fait des actions. D'autres cas également, départ à la retraite, les revenus qui baissent, mais ça, je pense qu'on peut l'anticiper quand même. Des cas d'expatriation, on aurait besoin de récupérer l'ensemble de ses biens, par exemple, qu'ils soient mobiliers au travers d'un portefeuille d'actions ou immobilier. Donc ça peut être un cas également où on va vendre des actions. Et puis un cas, on va dire, un peu plus classique ou courant, qui lui mérite d'être quand même préparé, c'est notamment un besoin d'argent pour un projet, par exemple un projet immobilier. Donc on sait tout à fait que un jeune investisseur, on va dire dans une tranche d'âge 20 ans, 30 ans, qui est actuellement locataire, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment, il aura besoin d'argent pour financer un projet immobilier, par exemple la résidence principale. Si on est dans une tranche un peu plus, on va dire 40, 60 ans, là ce sera typiquement les études des enfants. Vous savez que des études ça coûte très cher, à la fois les études elles-mêmes, mais tout l'environnement, la location d'un appartement, la vie au quotidien, etc., les factures. Donc ça nécessite souvent des mobilisations de moyens financiers, et donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance. Donc ça peut être également un moment où on va vendre des actions par exemple pour financer tout ceci. Alors ça, ce sont les raisons externes. Ensuite, le deuxième type de raison, c'est le contexte économique. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui anticipent par exemple des conjonctures défavorables. Quand ils anticipent par exemple une récession,
ou alors des choses un peu plus graves, hein, comme des guerres, ou alors des choses, on va dire, qui peuvent être liées à un contexte économique comme des pénuries ou des hausses de taux d'intérêt, eh bien, il y a des investisseurs qui vont commencer à liquider tout ou partie de leur portefeuille. Alors, même si, comme l'indique Merrill Lynch, on a souvent tendance à perdre plus d'argent à anticiper, par exemple, les baisses des indices boursiers plutôt que de réagir au moment où ils baissent. Parfois, les anticipations font que les choses n'arrivent pas et donc on a raté des opportunités. Et puis le deuxième point aussi, c'est par exemple le changement sur les réglementations pouvant affecter des secteurs plus que d'autres. Je vais prendre un exemple, c'est le secteur automobile. Il y a eu énormément de règlements qui sont venus un petit peu changer la donne. Je pense par exemple sur les constructeurs allemands qui étaient vraiment très très forts, notamment les motoristes comme BMW. Eh bien, lorsque vous avez des lois anti-pollution, des malus alourdis ou des hausses de taxes spécifiques, on se retrouve avec des actions associées qui vont en pâtir. Donc ça, c'est un point, bien sûr, à prendre en compte, notamment lorsqu'on va faire un bilan de son portefeuille. Ensuite, le troisième point, c'est le profil d'investisseur. Effectivement, quel profil d'investisseur êtes-vous? Donc, c'est typiquement lorsque vous avez un entretien avec un conseiller financier, un banquier, etc. La première chose qu'il va essayer de comprendre, en fait, c'est votre profil investisseur. Alors, parmi le type d'information qui permet de déterminer un profil investisseur, on aura bien sûr l'âge. Par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, en fonction de votre âge, vos perspectives d'investisseurs ne sont pas forcément les mêmes, les motivations ne sont pas les mêmes, et donc votre comportement vis-à-vis notamment de la vente d'actions sera sans doute différent, que vous soyez par exemple un retraité de plus de 60 ans ou un jeune cadre dynamique de moins de 40 ans. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes réflexes vis-à-vis d'une action qui a monté énormément par rapport à une stratégie de vente. Bon, le deuxième point, la situation familiale qui est souvent liée également à l'âge, hein, c'est également, bon, si vous avez 50 ans, vous n'avez pas d'enfant, bon, c'est sûr que le financement des études, c'est pas vraiment une question qui se pose pour vous. Si vous êtes déjà propriétaire, l'investissement important a déjà été fait, donc vous serez sans doute psychologiquement pas dans le même questionnement autour de la vente d'une action que si vous étiez par exemple marié avec des enfants qui vont entrer en études. Donc ensuite les objectifs, effectivement on peut tous avoir des objectifs très différents, hein, notamment par rapport à vos investissements. Est-ce que l'objectif c'est de percevoir un revenu complémentaire? Est-ce que c'est de préparer la retraite ou est-ce que c'est tout simplement d'augmenter votre capital? Et en fonction de ça, on peut avoir des stratégies de vente sur action qui peuvent être complètement différentes. Associé aux objectifs, on a l'horizon placement. Est-ce qu'on est sur du court terme? Je vais financer l'achat de ma résidence principale dans les 3 prochaines années. J'aurais plutôt intérêt peut-être à prendre des plus-values relativement rapidement pour augmenter mon cash, donc pour m'assurer le moment venu de pouvoir avoir un apport conséquent. Alors ça, je peux vous en parler parce que à titre personnel, donc j'avais une envie de financer l'achat d'un terrain en vue d'une construction. On était dans les années 2008, courant 2008, début 2009, avec la crise des subprimes, le portefeuille en a pris un coup et donc j'ai dû renoncer en fait à ce type de projet. Donc ce projet a tout simplement été reporté. Il a été démarré en fait en 2011-2012. Le point suivant, c'est la tolérance au risque. On est tous différents. Il y a des personnes qui peuvent accepter avoir une très forte tolérance au risque. Donc
potentiellement qui peut se dire ah bah tiens, j'ai une action qui a pris 100%, mais je pense qu'elle a encore un potentiel de croissance encore très important, et bien je vais laisser courir en fait mes gains. Et puis peut-être une personne qui a une faible tolérance au risque ou qui est, on va dire, qui préfère avoir des liquidités plutôt que laisser courir ses plus-values, il aura peut-être tendance, peut-être par exemple, si on a 100% de plus-value, eh bien à vendre tout ou partie de son portefeuille. L'avant-dernier point, c'est le niveau de connaissance aussi. Donc en fonction de son expérience, en fonction également de son niveau de connaissance des marchés financiers, eh bien on aura peut-être tendance à vendre un actif à un moment donné plus rapidement ou moins rapidement en fonction de ce niveau de connaissance. Et le dernier point, c'est la disponibilité. Effectivement, lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la bourse, on peut être tenté de fixer assez rapidement des objectifs, notamment sur le court terme, pour prendre des profits assez rapidement, parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder tous les jours l'évolution du cours, et donc de faire un peu moins d'analyse, on va dire, fondamentale, graphique, etc., et de se fixer des règles assez simples. Par exemple, dès lors qu'une action a pris 20%, je ne me pose pas la question, je vends, et puis derrière, je vais rechercher une nouvelle opportunité. Alors, le point suivant, sur lequel je vais passer un peu plus de temps, c'est une décision de vente qui est liée à l'actif lui-même. Alors, quand est-ce qu'on va vendre une action? Par exemple, lorsque le prix a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Une deuxième raison, c'est également une plus-value soudaine et importante. On va prendre des exemples, une offre publique d'achat sur l'action, la découverte, par exemple, pour un pétrolier, la découverte d'un champ, ou pour une société, par exemple une biotech, donc le dépôt d'un brevet, ou le développement en fait d'une nouvelle molécule, par exemple. La troisième raison de vendre un actif, j'en parle souvent dans mes vidéos avec la notion de droite de régression, c'est lorsqu'un actif est au-delà de deux écarts types. On va voir, il y a une explication en fait à la raison pour laquelle je vais vendre lorsqu'un actif est au-delà de deux écarts types. Ensuite, j'ai donné un exemple, c'est une action qui a fait une forte plus-value. Je prends l'exemple des 100% de plus-value. Pourquoi? En fait, parce que, par exemple, si vous avez une action qui fait 100% de plus-value, si vous en vendez la moitié, ça veut dire que la moitié restante, elle est entre guillemets gratuite. Donc, quelle que soit l'évolution du cours de celle-ci, de toute façon, quelque part, c'est cadeau. L'avant-dernière raison, c'est un titre qui est surévalué. Alors là, en fait, je m'adresse aux personnes qui suivent leur titre, qui font par exemple de l'analyse de valeur d'un titre, que ce soit en mode DCF ou en mode comptable, etc. Donc, à partir du moment où vous avez déterminé un prix à votre actif et que si cet actif a monté et que vous évaluez que ça ne correspond plus du tout au prix que vous aviez évalué votre actif, ça peut être une bonne raison pour vendre. Et puis le dernier point aussi, on vend peut-être parce qu'on a trouvé d'autres opportunités qui nous semblent plus intéressantes. Alors le premier cas, en fait, c'est typiquement le prix a atteint ses objectifs. Moi, quand je fais du swing trading, quand je rentre sur une action, j'ai déjà en tête le prix auquel je souhaiterais vendre l'action. Je prends un exemple ici de l'action Valeo. Je suis rentré sur Valeo donc au mois de décembre. Ça avait fait l'objet d'une vidéo sur mon challenge du mois de décembre. Alors, j'ai pas liquidé ma position. Pourquoi? Parce que j'ai toujours en tête ma cible. Alors, c'est une cible, une target maximum qui serait un retour en fait vers des plus hauts qu'on a rencontrés donc au mois de mars et au mois d'août 2023.
autour des 21,50 €. Donc c'est toujours ma cible, sachant que je vais tout à fait découper cette cible en plusieurs cibles intermédiaires, ce qu'on va appeler les target price 1, target price 2, etc. Alors un autre aspect aussi, une des raisons pour lesquelles on va vendre une action, c'est une plus-value soudaine. Par exemple une OPA. Alors ça c'est bon, c'est pas hyper courant, mais ça tous les ans en fait il y a des OPA sur des actions. Je prends un exemple, Villemorin et compagnie. Donc c'était une action qui était cotée depuis plus de 30 ans sur la bourse. Et bien en fait sa société, son actionnaire majoritaire Limagrin a décidé de racheter en fait l'ensemble des titres sur la cote en vue de retirer en fait la cotation de Villemorin et compagnie. Donc on est passé, donc c'était au mois d'avril, ouais, c'était au mois d'avril l'annonce. Donc le cours est passé directement de globalement à peu près 43 € à 63 €. Donc on a fait du jour au lendemain une plus-value de 50%. Donc là effectivement, eh bien, c'est le type d'annonce où on va vendre son action, même si on avait rentré Villemorin et compagnie sur du long terme, parce que à l'époque, c'était une action qui délivrait un dividende relativement important et confortable. Un autre exemple, c'est par exemple le dépôt d'un brevet. On a le cas avec BioNTech. La société donc a développé donc le vaccin anti-Covid à base d'ARN. Le fait d'avoir déposé donc ce brevet derrière, ça a valu à la société en quelques mois. Donc là, c'était pas du jour au lendemain, mais en quelques mois, et bien de passer d'un cours de l'ordre de 110 € à plus de 350 €. Donc on a eu une belle plus-value réalisée de manière soudaine, même si elle s'est effectuée quand même en quelques mois. Donc 300%, bon, bah là on se pose pas de questions, on peut revendre en fait l'action. Alors vous savez que j'utilise beaucoup les écarts types, donc c'est un outil mathématique qui pour moi est intéressant, parce que c'est un outil mathématique qui veut dire quoi? Qui veut dire, alors si vous regardez un petit peu le schéma au milieu, tout au milieu, en fait, c'est la valeur théorique du cours d'une action, le mu que vous voyez au centre de l'image, en fait. De chaque côté, vous avez le 34%, donc c'est plus 1 ou moins 1 écart type. Ensuite, vous avez moins 2 écart type, plus 2 écart type, c'est 13%. Et au-delà de moins 2 écart type et au-delà de 2 écart type, c'est 2,1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel cours de n'importe quelle action. Lorsqu'on trace une droite de régression, l'évolution de l'action répond toujours en fait à cette évolution mathématique qui consiste à dire dans 68% du temps, l'action évolue entre moins 1 et plus 1 écart type. Dans 95,4%, l'action évolue entre moins 2 écarts types et plus 2 écarts types. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'inverse, dans, on va dire, pour simplifier, 6% du temps, l'action est au-dessus de 2 écarts types ou en dessous de moins 2 écarts types. Donc lorsque je vais avoir une action qui est au-delà de 2 écarts types, c'est un fait quand même relativement rare. Donc ça veut dire que mathématiquement, il y a de fortes chances pour que dans les périodes qui vont arriver, eh bien l'action revienne en fait dans sa distribution normale, c'est-à-dire globalement entre moins 1 et plus 1 écart type, c'est-à-dire c'est 70% des cas de figure. Donc on a là un cas de figure où effectivement, mathématiquement, c'est quand même, ça paraît assez logique en fait de vendre une action qui serait à plus de 2 écarts types. Alors je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est l'action Hermès International.
Vous voyez, par exemple, dans les années 2000, elle était sur sa droite de régression à plus 2 écarts types. Bon, elle était quasiment à moins 2 écarts types 2 ans avant. On voit quand même historiquement, elle est allée quand même régulièrement sur les 20 dernières années, enfin même 30 dernières années, à plus 2 et moins 2 écarts types. Donc quand je suis à plus 2 écarts types, alors elle peut passer un petit moment sur ce niveau relativement élevé. Par exemple, si on regarde les plus 2 écarts types, elle peut y rester pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais tôt ou tard, en fait, elle revient dans la distribution normale. C'est-à-dire si vous prenez donc la droite rouge, c'est la droite de régression, c'est-à-dire c'est la valeur théorique, et puis les pointillés, c'est le plus 1, plus 2 sigma, moins 1, moins 2 sigma. Donc on peut voir que par exemple, si je prends au mois de janvier 2002 où j'étais là, j'ai une petite pointe à plus 2 écarts types, et bien tôt ou tard en fait elle est revenue en fait dans des valeurs, on va dire compris entre moins 1 et plus 1 écart type. Donc ça c'est vraiment statistique. L'autre question à se poser c'est, bon ok, imaginons je la vends à plus 2 écarts types, combien de temps l'action va mettre pour retrouver le niveau de cours auquel j'ai vendu. Ici, la croissance, si vous regardez en haut à gauche, la croissance du modèle de Hermès est de plus de 15% par an. Donc faire attention parce qu'en fait, quelque part, la valeur théorique va rattraper très rapidement en fait, le niveau relativement élevé qu'on a pu voir à un moment donné. J'ai calculé ici, par exemple pour Hermès, en 1er janvier 2002, on était à 2 écarts types, mais en fait, la valeur du cours a été rattrapée à peu près 3 ans plus tard. En fait. Et 3 ans plus tard, comme il faut tenir compte de la croissance du cours, on était cette fois-ci pour un cours équivalent à plus 2 sigma en 2002, on était en fait à peu près à moins 0,5 sigma on va dire en courant 2005. Alors, je vais vous prendre un deuxième exemple, l'action Renault. L'action Renault était à 2 écarts types dans la deuxième moitié de l'année 2007. Et bien, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que pour l'instant, le cours n'est pas retourné, en fait, à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai vendu l'action Renault à plus de 2 écarts types, eh bien, j'ai bien fait parce que à date d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 16 ans plus tard, le cours n'a toujours pas retrouvé en fait ce niveau. Alors que si on revient dans le passé, si vous regardez l'ascension du titre Renault dans les années 2004, 2005, 2006 jusqu'à 2007, rien ne pouvait prévoir quand même une chute aussi brutale que celle qu'a connue le titre dans les années 2009 et 2010. Voilà, donc moi c'est ce que j'utilise à titre personnel. Je me dis quand une action a dépassé les 2 écarts types, c'est typiquement le cas d'Hermès ici dans la fin de l'année dernière, à plus de 2000 euros, eh bien j'ai vendu. En fait, j'ai vendu toute ma position, même si c'est une action de qualité, parce que je sais que tôt ou tard, l'action Hermès va retourner en fait sur une zone qui sera beaucoup plus favorable en fait à l'acheteur. Alors, un autre cas de figure, c'est lorsqu'une action a fait plus de 100% plus-value. Bon, c'était le cas sur mon PEA avec certaines actions comme Reworld Media par exemple. Bon, là j'avais vendu 50% de ma position et puis ensuite j'ai soldé le reste de ma position un petit peu plus tard. Actuellement, si je regarde mon compte titre ordinaire, j'ai 3 actions qui sont à plus de 100%. J'ai Broadcom, Meta Platform et Aflac. Donc là, je peux me poser la question, est-ce qu'il ne serait pas opportun de vendre une partie de mes lignes de ces 3 actions en vue de réaliser, en tout cas de conforter quelque part, d'acter ma plus-value. Donc là, après, chacun peut mettre en place une stratégie. Ça pourrait être de vendre la moitié des titres, ça peut être également de vendre que 10% des titres, si on pense que l'action va continuer de monter, bon, etc., etc.
Si je regarde maintenant une autre raison pour vendre une action, c'est lorsqu'un titre est surévalué. Alors, un indicateur qui peut être suivi, par exemple, c'est le PER, le Price Earning Ratio. On dit généralement qu'on considère qu'un score compris entre 10 et 17 est un bon ratio de PER. Eh bien, donc je suis allé regarder sur les actions du CAC 40, par exemple, vous en avez 4, dont le PER est très élevé, Air Liquide, Dassault Systèmes, L'Oréal, Hermès. Vous voyez par exemple Hermès, on est à 47, c'est quand même un PER relativement élevé. Et puis si vous regardez sur le SP500, vous allez retrouver des actions comme Advanced Micro Device, Eli Lilly, Salesforce, Tesla, Amazon, Merck et compagnie et Nvidia, qui sont quand même à des ratios de PE à plus de 60. Donc ça peut être opportun de se poser la question, est-ce qu'elles ne sont pas surévaluées et donc est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vendre toute ou partie de ces actions qu'on détiendrait sur le portefeuille. Ensuite, le point suivant, c'est revendre des actions donc, qui ont bien monté pour aller sur d'autres opportunités qu'on va juger meilleures. Donc dans mon cas, par exemple, Broadcom, on est à plus 160%. La question qui est légitime pour moi, c'est est-ce que je dois vendre Broadcom, mais derrière, ce sera pour acheter quoi? Donc avant de vendre, alors bien sûr, on peut vendre et se dire bon, je vais maintenant étudier en fait d'autres opportunités, mais ça peut valoir le coup de se poser la question est-ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché de très belles opportunités qui justifieraient par exemple la vente de l'action Broadcom. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc en conclusion, la première question à se poser, donc on peut tout à fait prendre soit un crayon, une feuille de papier, soit éventuellement le faire sur un document type Word, se poser la question quel est mon profil d'investisseur. Donc c'est reprendre le tableau que j'avais montré précédemment, essayer de se positionner, de remplir en fait les différents critères afin de savoir à quel profil d'investisseur je corresponds. Ensuite, l'une des questions, mais qui est également liée au profil d'investisseur, c'est quel est mon horizon d'investissement? Est-ce que j'ai des échéances qui vont arriver relativement rapidement qui justifieraient de prendre des profits sur des actions qui ont bien monté? Moi, en l'occurrence, j'ai une vision long terme à 15 ans. Donc, mes actions de catégorie donc A, c'est-à-dire de croissance, de qualité et de croissance, de qualité et de dividendes, j'aurais tendance à dire, quel que soit le cours des actions, je ne vendrai pas en fait. Sauf peut-être si on est au-delà des 2 sigma, où là, je peux me dire, elles sont peut-être un peu trop surévaluées. Le troisième point aussi, c'est regardez, refaites le tour de l'ensemble de vos actions, notamment les actions qui sont en forte plus-value, et posez-vous la question, est-ce qu'elles sont surévaluées? Est-ce que c'est le moment en fait de vendre ces actions? Bon, le quatrième point et le cinquième point, le contexte économique et les raisons externes, bon là c'est plutôt des points qui sont un peu plus personnels en fait. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, donc je propose un abonnement sur mon site investirsurlelongterme.fr. Donc vous allez récupérer pas mal d'informations, donc des partages exclusifs, tels que des analyses d'actions, des articles, le suivi du carnet d'ordre. Donc l'accès aux droites de régression, le cockpit qui vous permet notamment de voir sur les droites de régression à quel niveau se situent vos actions. Je fais également un partage de transactions en temps réel, que ce soit sur mon compte titre ordinaire, mon PEA, mon PEA PME. Et puis vous allez retrouver pas mal d'informations comme l'accès donc au portefeuille mis à jour en temps réel, le partage de mes activités de trading, notamment sur options, des synthèses et des notes d'analyse sur les actions, mes stratégies détaillées,
Et puis, pour ceux qui souhaitent également donc aller plus loin, je propose un coaching par email où vous allez pouvoir poser toutes les questions qu'un investisseur débutant ou qui souhaite améliorer ses performances peut se poser. À bientôt.